Donc, bonjour à tous. Je suis très content de ce petit tour d'horizon qui m'a permis Vous avez quand même des caractéristiques qui sont très communes et qui m'ont un tout petit peu étonné, à savoir que vous avez quitté la France, mais vous avez conservé vos contrats d'assurance vie. Donc, on va aborder tous ces sujets tout de suite. Un petit instant. Voilà. Donc, bien évidemment, il est opportun de s'interroger sur les conséquences juridiques et fiscales de votre délocalisation. Alors, tout d'abord, excusez-moi, mais avant de parler de contrat d'assurance vie, je dois vous parler de droit de succession, parce qu'il y a deux caractéristiques dans le contrat d'assurance vie. La première caractéristique, c'est en cas de vie. Qu'est-ce qui se passe? J'ai de l'argent, je décide de récupérer un petit peu d'argent sur ce contrat. Comment est-il taxé? En tant que Français, résident fiscal français, en tant que résident fiscal israélien, Olim Hadashim, si on est dans les 10 premières années, ou en tant que résident fiscal israélien tout court. Et puis, on a une deuxième caractéristique qui en a fait aussi le contrat préféré des Français, l'épargne préférée des Français, qui est tout ce qui est lié à la transmission de patrimoine dans ces contrats d'assurance vie. Donc, il y a deux sujets qu'on va aborder. Le sujet de la vie, qui est le plus important, et puis quand même le sujet du décès, parce que certains sont intéressés par la transmission des capitaux. Certains, presque tous. Alors, la position du fisc français par rapport aux droits de succession. Donc, sont imposés en France, selon les barèmes des droits de succession, le patrimoine foncier ou encore les actifs liquides figurant sur des comptes bancaires en France. Donc, c'est important que vous sachiez que pour vous qui êtes à peu près tous en Israël, qui avez fait votre alia, en règle générale, il faut essayer, toutes mes excuses, je coupe le téléphone, il faut essayer le plus possible de réduire ce que vous avez en France, parce qu'il y a l'article 4B du CGI qui fait que la France pourrait décider de vous rattacher à la France, même si vous vivez en Israël et si vous avez l'essentiel de vos actifs qui se situent en France. Donc, en règle générale, on essaye de tout faire pour que, alors peut-être pas forcément au moment de votre alia, c'est difficile de tout vendre, mais à un moment donné, quand on sait que la greffe a prise, que vous êtes heureux en Israël, que tout se passe bien, eh bien, il faut penser à rapatrier ces actifs, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers. Voilà, donc tout ce qui reste en France sera soumis effectivement à droit de succession ou en tout cas à loi française. Mais il y a un petit vice quand même. Il y a un petit vice parce qu'on a l'impression qu'on vit en Israël, que tous nos biens sont en Israël, mais en fait, la France, c'est le seul pays au monde qui a indiqué qu'en cas de décès, si les bénéficiaires sont en France, même si le prédécédé ne vit pas en France, n'est pas résident fiscal français et que les biens ne sont pas en France, il y aura taxation sur les enfants qui seront restés en France. Donc, c'est important de comprendre qu'on est, à travers à la fois les biens que vous avez laissés en France et à travers les enfants qui sont encore en France, on est encore lié au fisc français pour un petit moment. Maintenant, on doit pouvoir aborder la gestion des actifs et il me semble assez évident que tout ce qui est liquide, j'ai entendu parler d'un PEA tout à l'heure, ça n'a strictement rien à faire en France. C'est-à-dire que des actifs liquides, on peut les gérer d'absolument partout dans le monde. Donc, comprenez bien que accepter d'avoir et de la fiscalité française sur les ventes de ces biens, sur les plus-values qui seront réalisées et d'avoir des droits de succession, allez, je vais le dire simplement, c'est ballot. C'est ballot. Voilà, donc ces actifs liquides, bien évidemment, devraient être détenus dans un véhicule de type soit assurance vie, soit contrat de capitalisation démembré. On en reparlera s'il nous reste du temps dans la session, c'est un tout petit peu plus compliqué. Alors, l'assurance vie qui est souscrite en France, il faut que vous sachiez que, quelle que soit la date de souscription, les prélèvements sociaux non encore réglés sont toujours retenus lors du dénouement du contrat. Dans une grande majorité des cas, ce sont les primes versées après le 13 octobre 1998 et les primes versées avant l'âge de 70 ans. Pour ces sommes-là,
on est dans un article qui s'appelle l'article 990I du CGI, que je vais vous expliquer. Alors, on va aborder à peu près tous les contrats d'assurance. Donc, vous rentrez forcément dans une des définitions qui va apparaître à l'écran. Si les primes ont été versées entre le 26 septembre 1997 et le 27 septembre 2017, voilà la fiscalité qui s'applique. Un contrat de moins de 4 ans va être taxé à 35%. On appelle ça le prélèvement forfaitaire libératoire. Un contrat entre 4 et 8 ans, ce qui est souvent le cas, hein, on a des contrats d'assurance, ça passe tellement vite, il est taxé à 15%. Un contrat qui a plus de 8 ans est taxé à 7,5%. Et il faut savoir qu'en tant que Français, on a des abattements pour les célibataires ou pour les couples. Après, il y a les primes qui ont été versées plus récemment, c'est-à-dire depuis le 27 septembre 2017. Alors, si c'est moins de 8 ans, c'est strictement la même chose, c'est 12,8 de prélèvement forfaitaire unitaire. Et si le contrat a plus de 8 ans, alors là, il y a encore une distinction. Si les primes sont inférieures à 150 000 €, on revient dans le cas de figure précédent, c'est-à-dire à 7,5%. On est dans le cas général. Et si on a des primes qui sont supérieures à 150 000 €, on a 7,5% jusqu'à 150 000 € et 12,8% qui s'appliquent sur le surplus. Voilà, ça c'était en cas de vie, c'est important de le noter, pour des sommes qui auraient été versées avant 70 ans. Alors, le 990, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y a des exonérations de droits sur les, je ne dis pas les enfants, parce que ça peut être le conjoint, ça peut être des neveux, des nièces, un ami, ça peut être des enfants, des petits-enfants. Donc, bien évidemment, les bénéficiaires du contrat sont exonérés à hauteur de 152 500 € chacun. Si on transmet à une personne plus que 152 500 €, sur les 700 000 € supplémentaires, c'est-à-dire entre 152 500 et 852 500, on a une taxation au taux de 20%, ce qui n'est pas beaucoup compte tenu des droits de succession en France. Et enfin, au-delà de 852 500 € qu'on transmettrait, là, il y a une taxation à 31,25. L'équivalent en droit de succession, là, on est en contrat d'assurance vie. Donc, l'équivalent en droit de succession d'une transmission de cet ordre-là, c'est plutôt 45%. Donc, quoi qu'il arrive, le contrat d'assurance vie, c'est une bonne chose. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte une grande sécurité. Alors, je ne peux pas ne pas évoquer le cas des contrats qui ont été souscrits avant 1998. Pour ces contrats souscrits jusqu'en 91 et pour les versements effectués jusqu'en 1998, il faut savoir qu'il y a une exonération totale de droits et de prélèvements, quel que soit l'âge de l'assuré au moment des versements. Donc, bien évidemment, si vous avez des contrats que vous avez souscrits il y a très longtemps, c'est-à-dire plus de 26 ans aujourd'hui, alors effectivement, je pense qu'a priori, il faudrait les conserver. Je dis bien a priori. Parce que, je vais vous montrer mon portable. Voilà. Eh bien, écoutez, je n'avais pas le même il y a 1 an, je n'avais pas le même il y a 5 ans et je n'avais pas le même il y a 10 ans. Donc, comprenez que des contrats qui ont plus de 26 ans, ce sont des vieux contrats qui ne permettent pas de faire grand-chose et qui ont, en règle générale, des rentabilités de très mauvaise qualité. Donc, dans l'absolu, je vous dirais, il faut les conserver, mais chaque cas est un cas particulier et bien évidemment, la situation des enfants est fondamentale. Parce que si on transmet des sommes à des enfants qui vivent en Israël, on n'a aucune raison de rester bloqué sur un vieux contrat d'assurance vie qui ne rapporte pas grand-chose. Voilà, donc chaque cas est un cas particulier. Je voudrais mettre à chaque fois des parenthèses dans ce que je vous dis, mais le gros des contrats, c'est les sommes qui ont été versées sur les 25 dernières années
Avant 70 ans, on est dans le cas de figure qui était présenté précédemment. Alors, les versements sur les contrats d'assurance vie après 70 ans, c'est un tout petit peu différent. Pour une transmission en France, c'est l'article 757B du CGI. Alors là, c'est plus du tout la même chose. On n'est plus à 152 500 € par personne. On est à 30 500 € d'exonération pour la totalité de tous les bénéficiaires. Mais il peut y avoir des avantages sur les primes versées après 70 ans. Si on devait aborder ce cas de figure, je vous en reparlerai. Alors, si les primes rentrent dans l'assiette des droits de succession, il faut savoir que les intérêts sont exonérés. Donc, comprenez bien que plutôt que de garder un vieux contrat souscrit il y a très longtemps et qui est de très, très mauvaise qualité, qui ne vous rapporte rien, jusqu'à présent, ce n'était pas trop gênant. Parce qu'à la fois, on avait des obligations d'État qui étaient correctes, mais enfin, ça a baissé d'année en année. Et sur les dernières années, les fonds euros des contrats d'assurance ont rapporté quelque chose comme 1%. Ça a remonté sur cette année, mais enfin, c'est pas brillant. Il faut savoir que maintenant, par rapport à il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, les choses ont changé. C'est-à-dire que vous êtes sur des obligations d'État, c'est-à-dire des emprunts d'État, lesquels États sont vraiment surendettés, de chez surendettés. Donc déjà, en termes de sécurité, sur 1 an ou 2 ou 5 ans, il n'y aura pas de problème. À échéance 10-15 ans, je pense qu'il va y avoir des soucis. Je ne voudrais pas trop faire de politique ce matin, mais comprenez bien que la France, depuis 35 ans, n'a jamais équilibré ses comptes, c'est-à-dire qu'elle a chaque année fait ce que nous ne faisons pas, vous et moi, c'est-à-dire dépenser plus que ce qui est rentré en impôts. Et la dette, comme ça, a grossi, et sur les 3-4 dernières années, ça s'est vraiment amplifié. D'abord, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu beaucoup de dégâts, il y a eu beaucoup de policiers mobilisés, il y a eu beaucoup d'argent qui a été cédé aux gilets jaunes, et puis après, on a eu le Covid. Et en France, en tout cas, personne, aucun pays au monde n'a aidé comme la France. Donc la France nous a obligés pratiquement à rester chez nous, à ne pas travailler pendant quelques temps, pour certains pendant plus longtemps pour certains autres métiers. Et globalement, on s'est retrouvé comme ça avec des dépenses très, très importantes de la part de l'État pour soutenir les particuliers, les professions libérales, les entreprises, les PGE, prêts garantis par l'État. Derrière cette période qui est heureusement derrière nous, on avait l'impression que c'était un film de science-fiction qu'on a vécu, eh bien maintenant il y a la guerre en Europe. La guerre en Europe, ça signifie plus de dépenses dans l'armement et ça signifie également, vous savez qu'il y a une inflation et qu'on avait du pétrole et du gaz et des céréales qui venaient de Russie et d'Ukraine. Aujourd'hui, on s'est privé de ces ressources et maintenant, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher de s'alimenter en pétrole ou en gaz. Et donc, jusqu'à présent, l'État a mis un espèce de bouclier pour amoindrir les dépenses ou les augmentations du kilowattheure notamment. Tout ça, l'État le paye. Et ça sera ma dernière assertion à la politique, et quand à un moment donné, il faut rééquilibrer les comptes en tant soit peu, en sauvant les régimes de retraite, eh bien, vous avez 2/3 du pays qui sont opposés à la réforme. Donc, comprenez bien que c'est extrêmement difficile de gérer un pays et je vois mal comment la France va arriver à équilibrer ses comptes dans les années à venir. Donc, laisser son argent sur des obligations d'État me semble extrêmement dangereux à long terme, pas à court terme. Et de plus, ça n'était pas un problème avant parce qu'il n'y avait quasiment pas d'inflation, mais aujourd'hui, vous avez une inflation de 6, 7, 8% dans l'année. Donc, quand votre argent, lui, ne rapporte que 1 ou 1,5, vous vous rendez bien compte que vous êtes en train de vous appauvrir. Alors, sur une année, ça ne se voit pas trop, mais si ça continue comme ça pendant 8 ou 10 ans, eh bien, je préférerais avoir 100 000 € aujourd'hui que 100 000 € dans 10 ans. Je reviens donc maintenant à mon sujet. Après 70 ans, il y a quand même un intérêt. Donc, vous pouvez très bien abandonner un contrat qui a été souscrit il y a longtemps pour prendre un contrat qui rapporterait plus, sachant que, de toute manière,
tous les intérêts seront exonérés. Donc, même après 70 ans, le contrat d'assurance vie a une vie, a des avantages. Donc, à tous les âges, c'est un contrat de grande qualité. Alors, le dénouement du contrat d'assurance vie, il y a une instruction fiscale en date du 31 décembre 1999 qui est relative donc à ce fameux article 990 et qui traite spécifiquement de la situation des souscripteurs non résidents. La taxation après abattement de 150 500 € par bénéficiaire doit être appliquée dès lors que le souscripteur avait sa résidence fiscale lors de la souscription et ce, quelles que soient les modifications survenues ultérieurement dans sa domiciliation. Donc, vous avez souscrit un contrat d'assurance vie en France en tant que résident fiscal français. Vous partez vivre en Israël, vous décédez 40 ans après, le contrat sera considéré comme français parce que vous étiez français à l'ouverture du contrat. Bon. Et pour déterminer si un contrat relève des dispositions de l'article 990, il y a lieu de se placer à la date de souscription du contrat, quelles que soient les modifications survenant ultérieurement dans la domiciliation du souscripteur, c'est ce que je vous disais. Alors, la fiscalité applicable aux non-résidents pour un résident fiscal israélien. En premier lieu, heureusement, les non-résidents ne sont pas soumis aux prélèvements sociaux. C'est quand même 17,2%. Donc, c'est un avantage. Malheureusement, il faut des documents qui sont demandés aux non-résidents afin de pouvoir bénéficier de cette exonération. Alors, évidemment, une attestation sur l'honneur dans laquelle le résident atteste qu'il est bien résident fiscal d'un autre État et s'engage à communiquer à la compagnie d'assurance tout changement de domicile fiscal ultérieur. Mais il faut également une attestation de l'inspecteur des impôts du lieu de domicile du souscripteur, plus difficile à obtenir, ou un document de nature fiscale prouvant que le souscripteur acquitte bien ses impôts dans son pays de résidence. Justificatif de domicile, quittance de loyer, alors EDF en Israël, ça ne va pas le faire, mais l'équivalent, ou un certificat de résidence délivré par le commissariat de police ou la mairie. Et en second lieu, en matière d'impôts, pour les personnes physiques, en présence d'une convention fiscale qui tend à éliminer les doubles impositions, le traitement fiscal des rachats sera plus favorable. Donc, la convention fiscale indique qu'il y a un taux de retenue à la source de 10% concernant Israël. Alors, évidemment, l'application des dispositions de ces conventions est toujours subordonnée à l'envoi préalable par le souscripteur d'un formulaire administratif visé par l'administration fiscale israélienne. Pour se le procurer, il convient de s'adresser au centre des impôts des non-résidents, rue d'Uzès à Paris, mais bon, on a ça sur Internet assez facilement. Et à défaut de fourniture de ces documents, eh bien, on aura un rachat qui sera effectué dans les mêmes conditions qu'en l'absence de convention. Ma conclusion maintenant, c'est qu'en cas de vie, les rachats continuent d'être taxés en France alors qu'aucune fiscalité ne devrait s'appliquer en tant qu'OLIM. Je dis ça parce que c'est important, il y a des personnes présentes ce matin qui sont en Israël depuis plus de 10 ans. Donc, on a totalement, sur ces 10 premières années, une absence de fiscalité en Israël sur les revenus non israéliens et c'est complètement dommage de continuer à payer même une taxation de 10% en France. Donc, pour moi, pour tout ce qui est des rachats sur les contrats d'assurance vie, c'est plutôt un divorce, c'est complètement idiot de laisser ces contrats en France. Maintenant, en cas de décès, eh bien, en France, on a quand même une exonération jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire. Mais n'oubliez pas qu'il y a une taxation si la transmission est supérieure, que le bénéficiaire soit français ou non résident, alors qu'il y a une exonération de droits de succession en Israël sur toutes les transmissions, notamment à des non-résidents français. Donc, vous avez des enfants qui vivent en Israël, en Espagne, au Portugal, aux États-Unis, où vous voulez. C'est un petit peu dommage de laisser son contrat d'assurance vie en France parce que de toute manière, où que soit votre argent, ils ne seront pas taxés. Voilà. Il y a le cas quand même des bénéficiaires français
fiscaux bénéficiaires qui sont résidents fiscaux français et pour lesquels le contrat d'assurance vie présente toujours un intérêt. Voilà, je voudrais faire, j'ai encore des choses à vous dire, mais je pense que j'ai été assez long, assez complet sur le sujet et je voudrais passer aux questions-réponses. Stéphane, il y a la dame qui avait demandé sur le sujet de l'épargne. Je me trompe? L'épargne retraite? Oui. Oui. Alors, l'épargne retraite, c'est un cas particulier. Aujourd'hui, il faut savoir que vous avez une convention fiscale franco-israélienne qui vous indique dans l'article 14 ou 15 de mémoire qu'il y a une exonération, qu'il y a une taxation des revenus de retraite en Israël. Donc, il faut bien comprendre que sur les 10 premières années où vous êtes Olim Hadashim, si vous récupérez de l'argent qui se trouve sur un compte, sur une épargne retraite en France, elle peut être totalement exonérée. Alors, il faut savoir que l'épargne retraite, l'ancienne, jusqu'à il y a 3 ans, était une épargne retraite qui sortait sous forme de rente. Donc, je ne vous la conseille pas parce que cette épargne retraite va être exonérée en Israël pendant les 10 années où vous êtes Olim Hadashim, et puis ensuite, ça va rentrer dans vos revenus israéliens. Donc, cette rente sera taxée en Israël. Or, aujourd'hui, on a la possibilité de transformer tous les contrats retraite dans un contrat qui s'appelle le plan d'épargne retraite, PER, qui est issu de la loi Pacte, qui date d'octobre 2019. Octobre 2019, ça fait 3 ans et demi à peu près. Et ce PER permet de récupérer tous les contrats d'épargne retraite que vous aviez et de les sortir sous forme de capital. Donc, il faut absolument transformer l'épargne retraite en PER, évidemment auprès de mon cabinet ou auprès d'un autre organisme si vous le souhaitez. Mais ensuite, il y a encore une deuxième étape qui consiste à récupérer cet argent avant le terme des 10 années d'Olim Hadashim, puisque quelle que soit la somme que vous récupérez, 50 000, 200 000, 500 000 euros, 1 million d'euros en épargne retraite, elle sera totalement exonérée en Israël, au lieu d'être taxée en France. Stéphane, il y a Brigitte Abergel qui souhaite poser une question. Brigitte, vous pouvez activer votre micro et la poser, ce sera plus simple. Voilà. Oui, merci. Oui, je voulais vous demander, dans ce que vous nous dites, vous dites qu'il n'y a aucun intérêt à garder ces contrats en France de plan d'épargne retraite, anciens ou pas, mais vous nous conseillez de les convertir en quoi? Parce qu'en Israël, je vois pas, il y a pas vraiment de… Vous avez raison, c'est pas terrible en Israël. Donc, vous avez raison, c'est difficile, il n'y a que 4 banques, c'est pas évident. Bah, écoutez, alors c'est la suite de mon intervention, puisque vous m'en parlez. Il y a un endroit dans le monde où les contrats d'assurance vie, parce que quand je dis que les contrats d'assurance vie ne sont pas intéressants, ils sont plus, ou en tout cas ils sont moins intéressants en France en tant que résident fiscal israélien. Maintenant, s'il y a des bénéficiaires ou si on a besoin d'une épargne de grande qualité, aujourd'hui, je vais vous montrer, puisque je suppose que mon écran est toujours partagé. Oui. Voilà, ben voilà. Assurance vie, oui, mais où? Eh bien, c'est au Luxembourg. Alors, au Luxembourg, il y a des règles très protectrices pour les souscripteurs de contrats d'assurance vie et de contrats de capitalisation luxembourgeois. Tout d'abord, on a le triangle de sécurité et puis on a le super privilège. Donc, je vais vous présenter très, très, très vite le contrat. Ce n'était pas prévu sur ce matin, mais je peux peut-être le faire très rapidement. Ce qui est important, c'est que contrairement à ce qui existe en France, les sommes qui sont versées sur un contrat d'assurance vie sont totalement sorties du bilan de l'assureur. Alors qu'en France, elles font partie du bilan de l'assureur. Ça veut dire que si l'assureur venait à déposer le bilan ou avoir des difficultés financières, vos contrats d'assurance vie pourraient éventuellement, je préfère utiliser le conditionnel, être en danger. Il y a eu un dépôt de bilan d'une compagnie d'assurance sur les 30 dernières années. C'est pas quelque chose de fréquent, mais malheureusement, dans les contrats d'assurance, il y a beaucoup trop, vous l'avez compris, je n'aime pas ça, beaucoup trop d'obligations d'État.
Et donc, à un moment donné, s'il y a le moindre souci au niveau ou de la France, ou de l'Italie, ou de l'Espagne, ou de pays comme ça, je ne pense pas à l'Allemagne, parce que les pays du Nord sont un peu plus sérieux, mais notamment, on a vécu la crise grecque en 2011, et il y avait 1% des actifs qui a été purement et simplement abandonné, puisque les Grecs ne pouvaient pas rembourser leurs dettes. Alors, tant que c'était la Grèce et que ça n'était 1%, ça ne s'est même pas vu dans les contrats. Les clients ne l'ont pas su, mais à partir du moment où on parle d'un gros pays, parce qu'il y a des endettements partout, il faut savoir que les États-Unis sont très, très endettés également. Donc, comprenez qu'il y a quand même une espèce d'épée de Damoclès. Au Luxembourg, c'est important, les actifs sont totalement extérieurs au bilan de l'assureur. Donc, l'assureur viendrait à avoir des difficultés ou même à ne plus exister, à déposer son bilan. Il resterait les contrats des clients qui, au Luxembourg, seraient transmis à un autre assureur. Je vais aller vite, donc. Il faut que vous sachiez quand même qu'au Luxembourg, vous êtes créancier privilégié de premier rang de la compagnie d'assurance, ce qui n'est pas le cas en France, où en France, on est créancier de rang 6, c'est-à-dire qu'il y a l'État, il y a l'URSSAF, il y a les organismes sociaux, les caisses de retraite des salariés de la compagnie d'assurance, le liquidateur judiciaire, les salariés de l'assureur, et effectivement, le client arrive au 6e rang une fois que tout le monde a été payé. En cas de défaut de la compagnie d'assurance, on a un mécanisme de solidarité, il faut le dire, qui représente 70 000 €. C'est important, mais j'ai des clients qui ont beaucoup plus que cette somme-là sur un contrat d'assurance. Et le fonds de garantie, il faudrait que je vérifie à quel montant se situe cette somme, mais j'avais préparé ça en 2020 et c'était une grosse somme, 4 269 000 000, début 2020, mais quand vous divisez cette somme-là par 70 000 €, ça ne fait que 61 000 contrats. Or, je ne sais pas combien il y a de contrats d'assurance vie en France, mais il y en a au moins 100 millions. Donc, vous vous rendez compte à quel point 61 000 contrats ne couvrent qu'une toute petite partie des besoins. Et au Luxembourg, les contrats, les placements sont garantis de manière illimitée à la fois par l'État luxembourgeois, mais surtout par le mécanisme. Alors, le mécanisme qui sera 2 pages plus loin. Donc, sachez qu'en Europe, oui, on a parlé de contrats d'assurance vie, mais j'ai beaucoup de clients qui conservent des comptes bancaires en Europe. Donc, sachez qu'ils sont garantis jusqu'à 100 000 €. Les contrats d'assurance vie, vous l'avez compris, c'est 70 000 € par personne. Et sur un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois, le montant est illimité. Je vais aller très, très vite et simplement vous présenter ce graphique pour que vous compreniez. Le triangle de sécurité, c'est quoi? C'est en haut l'État luxembourgeois avec le commissariat aux assurances. Ici, vous avez l'assureur et ici, vous avez une banque dépositaire. La première caractéristique du Luxembourg, c'est que l'assureur n'a pas le droit de conserver vos actifs. Il émet votre contrat, mais les actifs sont déposés chez un professionnel, c'est-à-dire déposés dans une banque dépositaire. Donc, comprenez bien que si l'assureur venait à disparaître, le commissariat aux assurances nommerait une nouvelle compagnie d'assurance qui reprendrait l'historique de votre contrat et la date d'effet d'ouverture de votre contrat. Votre argent étant toujours dans la banque dépositaire. Deuxième élément, une banque aussi, ça peut déposer le bilan. Donc, si la banque dépositaire au Luxembourg venait à disparaître, eh bien, la banque disparaît, mais il restera toujours les comptes des clients qui ne sont pas amalgamés aux comptes, puisqu'il y a une séparation juridique entre les actifs de la banque, entre les actifs de la personne morale qui est ou la banque ou la compagnie d'assurance, et les clients. Donc, à ce moment-là, le commissariat aux assurances, eh bien, il nommerait une autre banque et il exigerait que la banque dépositaire qui est en délicatesse transfère les fonds vers une autre banque solide. Donc, quoi qu'il arrive, on est dans un espèce de tank au Luxembourg qui est une protection absolue. Et je vous montre une dernière chose, cela, le contrôle est permanent. Voilà, uniquement regardez ce qu'il y a à gauche ici.
il y a un reporting trimestriel des actifs représentatifs et de la marge de solvabilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les trimestres, tant la compagnie d'assurance que la banque remontent leur bilan auprès de l'État luxembourgeois, le commissariat aux assurances, qui vérifie s'ils peuvent continuer à gérer les actifs des clients. Donc, ce n'est pas une vérification tous les 5 ans ou tous les 10 ans comme Madoff, c'est une vérification tous les 3 mois. Donc, vous voyez, il y a un mécanisme de protection des actifs au Luxembourg qui est important. Vous dire derrière que, comme on est dans une banque, au lieu d'avoir une liste qui est fournie par la compagnie d'assurance avec 20, 30, 50, 80, 100 fonds, on a le choix entre 65 000 fonds. Donc, bien évidemment, vous vous rendez compte qu'on a un choix absolument infini et qu'on peut trouver des produits extrêmement prudents, d'autres produits un petit peu plus exposés au risque, mais qui vont rapporter une rentabilité supérieure, des produits plus risqués qui se sont extrêmement bien comportés sur 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc, quoi qu'il arrive, au Luxembourg, on a tous les placements de la planète. Et aujourd'hui, on a notamment des produits aux alentours de 6 à 8% garantis sur plusieurs années, avec capital garanti. Donc, on est loin, loin, loin des vieux contrats d'assurance français.